Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des effets pécuniaires du mariage, également appelés effets patrimoniaux du mariage. Alors donc parmi les effets produits par le mariage, certains de ces effets concernent les rapports personnels des époux et d'autres concernent leurs rapports pécuniaires, leurs rapports patrimoniaux. Et donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser spécifiquement aux effets pécuniaires, aux effets patrimoniaux du mariage. Commençons avec le premier effet pécuniaire du mariage, qui est la contribution aux charges du mariage, et plus précisément le devoir de contribuer aux charges du mariage, puisqu'effectivement, en vertu de l'article 214 du Code civil, chaque époux est tenu de contribuer aux charges du mariage. Alors cette notion de charge du mariage, elle englobe, au final, l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage. Donc elle vise toutes les dépenses indispensables, donc dépenses de logement, de nourriture, de vêtements, de transport, de santé, etc., etc. Mais elle vise aussi les dépenses de loisirs, par exemple des vacances en famille, des sorties au restaurant, l'achat d'une télévision, d'un animal de compagnie, etc., etc. Et donc, chaque époux doit contribuer aux dépenses de la famille. Et en principe, les époux y contribuent à proportion de leurs facultés respectives, c'est-à-dire en fonction de leurs ressources respectives. Donc concrètement, si un des époux gagne plus que l'autre époux, eh bien, il doit contribuer davantage aux charges du mariage. Alors, il est toutefois possible de déroger à ce principe dans une convention matrimoniale, dans un contrat de mariage. Effectivement, les époux ont la possibilité de prévoir la contribution de chacun dans un contrat de mariage. Ils peuvent donc fixer à quelle hauteur chaque époux va contribuer aux charges du mariage. Ensuite, parmi les effets pécuniaires du mariage, on a aussi le devoir de secours, qui est mentionné à l'article 212 du Code civil. Et en vertu du devoir de secours, si jamais un des époux est dans le besoin, c'est-à-dire a des difficultés à se nourrir, a des difficultés à se loger, etc., etc., et bien dans ce cas-là, l'autre époux devra subvenir à ses besoins. Alors il faut bien comprendre que ce devoir de secours, il s'applique uniquement lorsque les époux sont séparés de corps ou de fait. Et pourquoi est-ce qu'il s'applique uniquement lorsque les époux sont séparés et non pas de manière générale? Eh bien tout simplement parce que de manière générale, chaque époux a le devoir de contribuer aux charges du mariage, comme je viens de vous l'expliquer. Et chaque époux a le devoir de contribuer aux charges du mariage en fonction de ses facultés respectives, en fonction de ses ressources. Et donc, imaginons un couple qui est toujours ensemble. Et une des deux personnes n'a pas de ressources financières. Et bien dans ce cas-là, elle ne va tout simplement pas contribuer aux charges du mariage. Et ce sera uniquement l'autre conjoint qui contribuera. Et qui donc finalement subviendra à ses besoins. Et imaginons également une personne qui aurait peu de ressources. Et bien dans ce cas-là, elle participera peu aux charges du mariage. Et c'est l'autre conjoint qui prendra en charge l'essentiel des charges du mariage. Et qui donc, là encore, subviendra indirectement à ses besoins. Donc, de manière générale, lorsque les époux ne sont pas séparés, la contribution aux charges du mariage de chaque époux, en fonction de ses ressources, implique de prendre en charge les besoins de l'autre conjoint si celui-ci n'a pas ou peu de ressources. Et c'est pour ça que le devoir de secours, qui oblige donc un époux à subvenir aux besoins de l'autre époux, si celui-ci est dans le besoin, ne s'appliquera finalement que lorsque les époux sont séparés. Et quelle forme il prend, ce devoir de secours ? Alors théoriquement, il pourrait prendre la forme d'une exécution en nature, c'est-à-dire que l'époux, concrètement, logerait et nourrirait l'autre époux qui est dans le besoin, mais les époux étant séparés, eh bien cette exécution en nature ne se conçoit plus. Et donc, c'est pour ça que le devoir de secours prendra la forme d'une pension alimentaire
versée à l'époux qui est dans le besoin. C'est-à-dire que l'époux qui est dans le besoin recevra de l'autre époux une certaine somme d'argent à échéance régulière, généralement de manière mensuelle. On va maintenant s'intéresser à un autre effet pécuniaire du mariage, qui est la solidarité pour les dettes ménagères. Mais juste avant, petite parenthèse, sachez que si vous voulez vraiment réviser efficacement le droit de la famille, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens dans cette matière, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en droit de la famille, qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit de la famille. C'est donc un pack de fiches qui vous sera très utile pour réviser efficacement la matière, qui vous aidera également à mieux comprendre la matière, et donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On reprend donc avec, comme je le disais, la solidarité pour les dettes ménagères. Alors pour commencer, que sont les dettes ménagères? Les dettes ménagères, ce sont les dettes qui sont liées à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants. Donc ça va inclure par exemple les dettes de loyer, les dettes liées à des factures d'électricité ou des factures d'eau, les dettes liées aux frais vestimentaires et scolaires des enfants, etc., etc. Au final, toutes les dettes contractées pour vivre en famille sont concernées. Et donc pour ces dettes, va s'appliquer le principe de solidarité. C'est-à-dire que toute dette ainsi contractée par un époux oblige l'autre solidairement, et ce en vertu de l'article 220 du Code civil. Ça signifie quoi? Ça signifie que même si c'est un seul des deux époux qui a contracté la dette seul, eh bien les créanciers peuvent exiger le paiement de la dette auprès de n'importe lequel des époux, même auprès de celui qui n'a pas directement contracté la dette. Et donc au final, lorsqu'un époux passe seul un contrat qui a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, eh bien l'autre époux est engagé par cet acte, puisque le créancier peut lui réclamer la totalité des sommes dues en exécution de ce contrat. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.